Salut, c'est Chevalier Chaka. Ça faisait longtemps, pas vrai? Enfin, longtemps, tout dépend depuis quand vous écoutez mes élucubrations. Et puis ce genre de déclaration vieillit quand même pas super bien sur YouTube. Du coup, je viendrai pas de faire ma pire introduction à ce jour? Au moins c'est un jalon. Certains c'est tous les 100 abonnés, moi c'est ça. Et au moins je vais vous épargner une FAQ. Mais en réalité, ce préambule tout à fait inutile est assez représentatif de mon état d'esprit. Cette série, j'attendais de la traiter depuis des années. J'avais une idée bien précise de ce que j'allais dire dessus, et ce qui devait donc être un parcours de santé, eh bien, ça m'aura pris un temps infini. Comme à chaque fois que je crois que le sujet est pillé, en fait. Il faut dire que je me berçais pas mal d'illusions. Évidemment que parler de Panty and Stocking with Gatterbelt allait être compliqué. Grand amoureux d'Imaishi que je suis, ça tombait sous le sens que je souhaitais le faire de la meilleure des manières. Mais c'est quoi la meilleure des manières? Et d'ailleurs, c'est quoi Panty and Stocking with Gatterbelt? Comme il ne s'agit pas de la série la plus connue du monsieur chez nous, un petit résumé s'impose. On suit l'histoire de deux anges exclus du paradis, dû à leur comportement pas des plus catholiques, et qui cherchent de nouveau à être en odeur de sainteté. Pour cela, elles doivent vaincre des démons, chaque esprit malfaisant vaincu leur rapportant des pièces bénies, leur permettant de se racheter et de gagner leur place à la droite du Père. Comme quoi, tout s'achète. Elles sont encadrées par Gatterbelt, un prêtre afro-moralisateur, mais qui n'est finalement pas tout blanc non plus. Et puis il y a Chuck, qui est... Chuck. On suit donc les péripéties de Panty and Stocking Anarchy, deux sœurs que tout oppose, dans leur quête de rédemption. Plus ou moins. Série réalisée par Hiroyuki Imaishi en 2010 et produite par le prestigieux studio Gainax. Composée de 13 épisodes de 20 minutes, ou 26 de 10 minutes, puisqu'ils sont tous coupés en deux parties distinctes, ainsi que d'une OAV, si l'on peut dire. Cet anime a tout de suite rencontré son public et s'est immédiatement vu propulsé au statut de classique. Ou pas. Mais genre, pas du tout. Petite remise en contexte. Lorsque la série débarque en 2010, il n'y a pas que les sœurs Anarchy qui ne sont plus en odeur de sainteté, mais son studio également. Jadis réputé pour ne produire que des séries de grande qualité, Gainax a perdu de sa superbe et enchaîne les projets de faible ambition, tandis que ses têtes pensantes ont pour la plupart toutes mis les voiles. Reste alors un espoir, Hiroyuki Imaishi. Couronné de succès après sa première série, Tengen Toppa Gurren Lagann, le monsieur est un peu l'étoile montante du studio, et sa nouvelle création est forcément attendue au tournant. Pourtant, ce n'est pas rien de le dire que l'accueil fut globalement assez froid à l'époque. Avec son graphisme semblant sorti d'une production Cartoon Network, son humour en dessous de la ceinture et ses épisodes au scénario décousu bourrés de références culture pop, la série a grandement divisé le public. Les fans du studio, du monsieur et des animes en général. Pour vous dire, jusque-là, la plupart des séries estampillées Gainax avaient le droit à leur support physique en France. À une époque où le support physique se vendait encore à peu près, le streaming n'étant pas beaucoup développé. Alors que la nouvelle série du type aux commandes de la dernière grosse claque du studio soit boudée chez nous, au point de n'être jamais arrivé légalement au moment où je fais cette vidéo, ça en dit déjà beaucoup. Et si aujourd'hui nombreux sont ceux qui vont chercher les séries avec une approche artistique qui sort des sentiers battus, à l'époque c'était plutôt l'inverse. Un anime qui ne ressemblait pas à de la japanime, ça déplaisait. Ce n'était pas assez manga. Donc que la nouvelle série produite par les gens derrière Evangelion et FLCL soit aussi... simple, c'était une déception, et beaucoup y ont vu un manque d'ambition de la part d'Imaishi et de Gainax. Une série qui capitalise sur de l'humour vulgaire et de mauvais goût, bref, anecdotique, comme la plupart de leurs productions à ce moment-là. Bien entendu, c'est totalement faux. Car il faut avant tout et surtout prendre Panty and Stocking sous l'angle de son créateur. S'il est connu principalement pour Gurren Lagann, ce n'est pas sa première œuvre en tant que réalisateur, puisqu'il s'agit de Dead Leaves, un moyen-métrage qui n'est à mon sens pas son travail le plus abouti, mais qui est intéressant tant il partage un héritage fort avec les séries des deux sœurs Anarchy, et même des travaux suivants du monsieur. Me faisant affirmer que Panty and Stocking n'est pas une simple série récréative, plutôt un retour aux sources, histoire de bien signaler aux producteurs et au public que ce qu'il veut réaliser, c'est ça, et que les aventures de Simon et Kamina, ce serait presque ça, l'anomalie. Panty and Stocking with Gatterbelt, c'est la série qui contient tout Hiroyuki Imaishi de la manière la plus dense possible, ce qui en fait probablement le jalon le plus important de sa carrière. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer ici. Sauf que pour ça, je vais devoir évidemment parcourir sa filmographie. Donc si vous êtes sensible au moindre spoil, eh bien stoppez tout, maintenant, hop! Pour les autres, c'est parti. De prime abord, le style très cartoon, même si assumé par la série, a de quoi déstabiliser, c'est sûr. De la part de l'équipe derrière Gurren Lagann,
on aurait tendance à penser qu'un tel choix va forcément brider le côté spectaculaire de la mise en scène. Et c'est vrai. Si pour vous le spectaculaire se résume juste au nombre d'images par seconde et les effets précalculés qui s'affichent à l'écran. En réalité, Panty and Stocking with Waterbelt, c'est une série qui en a dans la culotte. D'abord, il est important de le répéter, le réalisateur renoue ici avec son véritable style. Si la direction artistique vous choque, jetez un œil, comme je vous l'ai dit, à Dead Leaves. On retrouve son amour pour les perspectives déformant les protagonistes, les postures improbables et les designs anguleux. La preuve, si vous regardez un peu les croquis du monsieur sur Tengen Toppa Gurren Lagann, vous retrouverez plus facilement l'affiliation qu'en comparant avec le résultat final. Me faisant dire qu'un Gurren Lagann pleinement piloté par le bonhomme aurait été bien meilleur. Non, je ne vais pas taper sur Gurren Lagann ici quand même. Enfin, pas trop. En réalité, cette simplicité est volontaire. Au contraire, elle est même bénéfique. Grâce à ses designs permissifs, Panty and Stocking gagne en souplesse et peut se permettre toutes les folies visuelles. La caméra virevolte dans tous les sens, les travelling infinis sont légion, le découpage est soutenu sans jamais tomber dans l'épileptique. Bref, la série est libre. Libre de tenter, d'expérimenter de nombreuses choses, sans craindre que cela revienne trop cher à animer. Et cerise sur le gâteau, grâce à son style et ses couleurs pastel, l'esthétique de la série permet de ne pas être choqué par l'incrustation d'animation en 3D, qui, bien qu'ayant une bonne décennie, continue de se fondre de manière intelligente à l'animation plus traditionnelle, sans jamais choquer. Du coup, en termes de spectacle, la série réussit à être impressionnante. Pas au travers de sa pyrotechnie, quoique, mais surtout grâce à son inventivité et à son renouvellement d'idées permanentes. On y retrouve d'ailleurs beaucoup d'idées qui deviendront des tics chez celui derrière Kill la Kill. Outre les travelling sans fin dont on a déjà parlé, il y a également cet amour du jeu sur les échelles, ou encore des onomatopées qui s'affichent un peu partout, semblant tout droit sortis d'une bande dessinée. Ces idées graphiques seront réexploitées telles quelles dans d'autres œuvres du monsieur, faisant vraiment de Panty and Stocking un laboratoire visuel où le réalisateur et son équipe se permettent tout pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On se retrouve donc avec des petits bouts de séquence en mode Sentai, avec les démons qui explosent sous la forme de maquettes en papier mâché, ou des épisodes qui prennent une tonalité totalement différente. Et cet aspect labo, central dans la série, ne se retrouve pas que dans le visuel, mais aussi dans la narration. À l'époque, beaucoup ont reproché à la série son manque d'ambition narrative, argumentant que d'aligner les histoires courtes avec un fil rouge ténu était une solution de facilité. Même reproche que pour le style graphique en fait. Et ça peut s'entendre. Si vous êtes en effet là pour suivre une intrigue dense, qui se développe au fil des épisodes, avec des personnages qui apprennent à chaque épreuve, c'est un fait, vous êtes au mauvais endroit. Car encore une fois, je pense que les attentes autour de l'œuvre, par rapport à ce qu'elle cherche à faire, n'étaient pas en phase. Oui, les histoires narrées sont généralement assez simples, voire absurdes, quand il ne s'agit tout simplement pas d'une parodie à peine déguisée d'une œuvre pop. C'est d'ailleurs une composante forte de la série, puisque chaque titre d'épisode, voire son pitch, s'inspire majoritairement de films de genre. Et donc on se retrouve avec des histoires dont le dénouement n'aura aucun impact sur le suivant. Ce qui est effectivement la manière dont beaucoup de séries épisodiques fonctionnent. Sauf que c'est cette flexibilité qui permet justement à la série de se renouveler en permanence. Si une idée ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas. Dites-vous déjà que ça ne durera pas plus de 10 minutes et que l'aventure suivante vous conviendra sans doute bien plus. Car du fait de son format très court, le rythme est extrêmement soutenu, ce qui peut effectivement rebuter. Mais cette frénésie dans le récit est propre à Imaishi, et surtout, cela permet de ne pas lasser. Qu'il s'agisse d'une parodie assumée de Transformers, à une histoire peu ragoûtante à base de curage de nez, la durée des épisodes interdit finalement à Panty and Stocking de tourner en rond et de s'endormir sur une formule un peu trop calibrée. Mais s'il est vrai que nos deux anges tentent des tas de choses, on reste dans une certaine logique. Oui, beaucoup d'épisodes tournent autour de références pop. Mais même si la série part un peu dans tous les sens, il règne une certaine cohérence artistique difficile à expliquer. Je me permets un exemple. Si l'on devait comparer avec une autre série laboratoire comme celle-ci, on pourrait citer Space Dandy, du célèbre Shinichiro Watanabe, le réalisateur de Cowboy Bebop et de Samurai Champloo, pour ne citer que deux de ses travaux les plus connus. Space Dandy, à contrario des Sœurs Anarchy, laisse carte blanche à ses réalisateurs et animateurs invités, ce qui fait que l'on peut avoir des épisodes aux ambiances totalement différentes, que ce soit en termes de rythme, de style graphique, etc. Et, grosse différence, c'est sur 20 minutes, ce qui fait que si l'on n'adhère pas à la proposition qui nous est faite, on est parti pour 20 minutes d'ennui, sans certitude d'accrocher au suivant. Et j'adore Space Dandy, mais à mon goût, l'aspect roue libre va un brin trop loin. Panty and Stocking garde un cadre, une patte commune, et les différents créatifs ayant travaillé sur la série partagent de toute évidence un amour pour les histoires débridées, l'humour potache et le cinéma de genre. En définitive, comme pour le style graphique,
Si vous accrochez, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Vous pourrez trouver des propositions plus faibles que d'autres, mais sans jamais vous dire que vous regardez une toute autre série. Exception faite d'un ou deux épisodes peut-être. Et ce staff aux passions et inspirations communes, elles se sont centralisées autour d'Imaishi. Mais ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Car avant de parler de ses collaborateurs, et au-delà de ses considérations narratives, il y a un dernier point qui finalise clairement le fait qu'il s'agit de la série qui représente le mieux son réalisateur. Ses thématiques. Panty and Stocking with Gator-Belt, en substance, qu'est-ce que ça raconte? La même chose qu'à chaque fois chez Imaishi. Des personnages principaux, souvent un binôme, qui s'opposent à l'ordre établi car il est injuste, mais surtout n'est pas à leur convenance et leur empêche d'atteindre leur but. Imaishi est un brin anarchiste? Va savoir. Et cette idée, on la retrouve partout, tout le temps, dans toutes ses œuvres. Le système mis en place est mauvais et il faut le combattre. Dans Panty and Stocking, ce n'est pas la version la plus subtile. Au contraire, c'est probablement la plus explicite. Comme si après un Gurren Lagann un peu plus sage et plus conventionnel, le réalisateur voulait remettre les points sur les i, comme avec Dead Leaves qui ne cherchait pas à être subtil. On parlait d'anarchie à l'instant? C'est littéralement le nom de famille des héroïnes. Quant à leur adversaire, des démons qui sont au service du maire de la ville, le pouvoir en place donc, et qui ont de nombreuses règles. Sauf que le personnage de Panty l'exprime assez clairement. Les règles sont faites pour être brisées. Et ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle série d'Imaishi, même parfois avec plusieurs niveaux. Ici, les héroïnes sont plus viciées que les méchants, en tout cas à travers le regard de la société, mais également les plus libres. Preuve encore, cet épisode tournant autour du quotidien d'un employé de bureau, montrant la déshumanisation du système japonais. Ou presque. Et cette liberté, elle est pleinement incarnée par ses personnages, principalement grâce aux sœurs Anarchy. Panty est une nymphomane assumée et Stocking possède une passion dévorante pour les sucreries, en faisant littéralement l'incarnation de deux péchés capitaux, la luxure et la gourmandise. Et même si Gator-Belt, ceinture de chasteté en bon français, est censé représenter leur garde-fou, il cache également des hobbies assez particuliers. On peut me rétorquer qu'il s'agit d'une vision fantasmée des femmes par un studio dont le staff est principalement masculin. À travers ses héroïnes ultra sexy et sans aucun tabou, il offre quand même deux personnages féminins émancipés et qui ne remettent jamais en question leur mode de vie. Elles assument ce qu'elles sont, embrassant leurs faiblesses, se disant même parfois que ne pas pouvoir retourner au ciel n'est pas forcément un mal. Ce qui est encore une tendance chez le réalisateur. Imaishi aime les femmes, c'est un fait. Mais il aime surtout les femmes fortes, qui s'assument pleinement. C'est même parfois le thème de certaines de ses œuvres, faisant qu'elles ont souvent le premier rôle dans ses histoires. Et quand ça n'est pas le cas, elles restent fortes de caractère. Aussi, Panty, qui est littéralement traitée de bitch un nombre incalculable de fois par épisode, ne s'en formalise pas plus que ça, quand elle ne le prend pas finalement pour un compliment. Elle continue de vivre sa vie comme elle l'entend, se servant des hommes comme de simples outils pour satisfaire son plaisir et pour atteindre son objectif de coucher avec un millier d'hommes différents sur Terre avant de retourner au paradis. C'est d'ailleurs un autre point important également, le peu d'influence qu'ont les personnages masculins sur la trame narrative, souvent réduit à des faire-valoir pour les sœurs Anarchy, comme Brief, le chasseur de démons geek et amoureux de Panty, caricature à peine déguisée de l'otaku moyen qui se rêve en lassant la jolie fille de la classe, mais qui ne sait pas aligner 3 mots sans bégayer. Quant à Stocking, c'est pareil, mais d'une manière différente. Si la blonde ne s'offusque pas de son image tant qu'elle manipule son monde pour arriver à ses fins, la brune sera plutôt du genre à snober la terre entière, et l'incompréhension qu'elle suscite n'est finalement pour elle que la preuve de sa supériorité en tout point. Bref, Panty and Stocking est une série incroyablement riche sur tous les aspects, et tout ça, on le doit à Imaishi. Vraiment? Non, pas vraiment. Si je continue d'affirmer que le réalisateur de Gurren Lagann a apporté un cadre, une approche dans le traitement quel que soit le thème, il est clair qu'il n'était pas tout seul sur le coup. On ne va pas tous les citer, mais en vrac, qui avons-nous dans le staff? Yo Yoshinari, réalisateur de Little Witch Academia et de Brand New Animal, Akira Amemiya, réalisateur de SSSS Greenman, Atsushi Nishigori, réalisateur de Darling in the Franxx, Masahiko Otsuka, réalisateur d'épisodes pour Kill la Kill, Kiznaiver et auteur sur Little Witch Academia, Tsushio, character designer de Kill la Kill, Hiromi Wakabayashi, qui a travaillé sur plusieurs œuvres Trigger. En gros, on va pas citer tout le monde. Mais pour l'anecdote, l'idée de faire Panty and Stocking est venue lors d'un voyage de l'équipe derrière Gurren Lagann, après la fin de la série, afin de se reposer. Les idées ont alors fusé sur ce que chacun souhaitait expérimenter dans leur prochaine production. Alors, pourquoi est-ce que je dis que Panty and Stocking contient tout Imaishi si c'est probablement son œuvre la plus chorale? Eh bien, justement pour ça. Je viens de le dire, le monsieur a apporté une philosophie commune, et ça, seul lui pouvait l'apporter. Le résultat, tous ces gens l'ont suivi dans cette folle aventure qu'était la création d'un petit studio indépendant,
Trigger. On ne peut pas l'affirmer à 100%, mais mon hypothèse est que celui qui donnera naissance à Promare pressentait la fin de Gainax, et les limites imposées par le studio devaient probablement commencer à lui peser. Il ne serait donc pas étonnant qu'il ait décidé de réunir dans un seul et même projet ceux avec qui il serait capable de créer sa propre structure. Ce qui fait de Panty and Stocking with Gaterbelt une sorte de crash test grandeur nature. Ce qui fait de Panty and Stocking la plus trigger des séries Gainax, et donc celle qui exprime le mieux les désirs de son réalisateur. Car Panty and Stocking, c'est tout trigger avant l'heure, et d'une certaine manière, l'œuvre la plus aboutie de son réalisateur. Si l'on met de côté sa fin. Car oui, Panty and Stocking with Gaterbelt appelait à une suite. Du moins, pas tant que ça, mais pourquoi pas. L'histoire avait une conclusion, mais la séquence post-générique lançait l'idée folle d'une saison 2. Sauf que pour des raisons X ou Y, la série resta inachevée et cette saison 2, une belle arlésienne. Jusqu'à aujourd'hui, car au moment de cette vidéo, cette suite a été annoncée, 12 années plus tard, maintenant que Trigger a récupéré dans son giron les droits de toutes les licences qui lui revenaient. Alors on peut légitimement se poser la question, y a-t-il encore un intérêt dans cette suite tardive ? Est-ce qu'Hiroyuki Maishi a encore ce qu'il faut pour faire une telle série, alors que la seule œuvre dans la même veine qu'il a réalisée entre-temps, c'est Luluko, qui est très chouette, et dont je vous parlerai forcément un jour, mais qui semble tourner quelque peu en rond. Eh bien, je pense que oui. Tout ira bien. Ce qui est important, c'est qu'Hiroyuki Maishi continue d'apporter ce qu'il faisait déjà à l'époque, un état d'esprit. Ensuite, eh bien, c'est la nature même des Sœurs Anarchy de n'en faire qu'à leur tête. C'est à la fois l'œuvre d'un seul homme, mais aussi sa pluralité de talents qui fait sa force. Alors si nos deux anges ont gardé la même énergie, comment ne pas avoir hâte de découvrir de quelle manière elles vont nous revenir ? Quelle vision auront-elles de ce monde qui s'enfonce dans le péché ? Et surtout, est-ce qu'elles nous sauveront à nouveau ? Va savoir. Panty and Stocking with Gaterbelt est la série la plus barrée d'Hiroyuki Maishi, la plus étrange, la plus clivante, et même la plus difficile à aborder. Mais c'est probablement pour cela qu'il s'agit de sa série la plus passionnante, et peut-être même de sa meilleure. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!